Europe Matin, Patrick Cohen. Bon réveil, voici le journal de Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Tragédie au Mexique, frappée par un terrible tremblement de terre. Plus de 200 morts selon un dernier bilan. Des écoliers font partie des victimes. Les autres titres. Solferino, c'est fini. Le PS met en vente son siège historique. Un casse-tête pour les bailleurs sociaux. On parlera de la réforme du logement. Ce sera l'enquête du 8h. Et puis Emmanuel Macron à New York. Discours aux Nations Unies. Et lapsus assez cocasse devant un groupe de Français. Invité d'Europe Matin, la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn. Prix du tabac, minimum vieillesse. Levothyrox, PMA, euthanasie. Ce sera à 8h15. Et tout de suite, direction le Mexique avec des images impressionnantes et un bilan qui ne cesse de s'alourdir. 224 morts après le violent tremblement de terre qui a frappé le centre du pays. La capitale, Mexico, est touchée. On y voit des immeubles s'effondrer en direct, des explosions dues aux fuites de gaz et des hôpitaux improvisés sur les trottoirs. Un témoignage recueilli ce matin. Il s'appelle Hugo, il est français et vit à Mexico. J'ai eu très peur. Tout le monde criait. Il y avait une rue sur deux. Il y avait des façades qui étaient effondrées. Il y avait pas mal de conteneurs de gaz de bâtiments qui se sont percés. J'ai vu pas mal d'explosions aussi dans la ville à cause de ça. Mais du coup, tout le monde, c'était interdiction d'allumer des cigarettes dans le quartier. À un moment donné, c'était vraiment une ambiance chaotique, quoi. Quand il y avait l'armée qui passait à fond, quand il y avait les ambulances qui allumaient leurs sirènes à fond, quand il y avait les voitures qui passaient à contresens, les gens qui se rentraient dedans dans les voitures, il y avait des accidents. Enfin, c'était ahurissant, quoi. Un propos recueilli par Aude Vernuccio. Et nous vous le disions dans les titres ce matin, une tragédie qui résume la détresse du pays. Au moins 21 enfants ont été tués dans l'effondrement de leur école à Mexico. Nous sommes en ligne avec notre correspondante Laurence Cuvillier. Oui, à ces 21 enfants décédés s'ajoute une trentaine d'autres qui sont encore sous les décombres. Une tragédie qui évidemment émeut le pays. Nous sommes en plein milieu de la nuit ici à Mexico. Les recherches sont toujours en cours. Il faut dire que ces enfants n'ont absolument eu aucune marge de manœuvre pour réagir et s'échapper de leur salle de classe, puisque l'alarme antisismique n'a pas retenti comme elle le fait d'habitude entre 40 secondes et 1 minute avant un séisme. Cette fois-ci, l'épicentre était trop proche de Mexico. L'alarme n'a pas retenti et les enfants et leurs professeurs et leurs maîtres n'ont rien pu faire pour éviter la tragédie. Merci Laurence Cuvillier, correspondante à Mexico. Je vous rappelle le dernier bilan, toujours provisoire, 224 morts après ce tremblement de terre au Mexique. Europe 1, 8h02. La démocratie, ce n'est pas la rue. Mise au point d'Emmanuel Macron à la veille d'une nouvelle journée de manifestation contre la réforme du Code du travail. Oui, extrait d'une interview donnée en anglais à la chaîne américaine CNN. C'était hier en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Et puis, dans la série C'est bon de rire parfois, ce lapsus savoureux du président qui confond l'état de droit et l'état d'urgence. C'était hier soir, toujours à New York, cette fois devant un groupe de Français expatriés. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. Mais avant cela, de l'état d'urgence, pardonnez-moi. Je constate, pour ma plus grande inquiétude, que ça n'avait suscité aucune réaction d'indignation dans cette salle. Et je ne sais donc pas comment le prendre. Soit comme de la torpeur, soit comme de l'acquiescement. Je choisis la première option. Voilà Emmanuel Macron à New York, lapsus capté par William Galibert. Et puis à la rubrique politique et agence immobilière, c'est officiel, Solferino est à vendre. Le Parti socialiste va quitter son siège historique, choisi par François Mitterrand en 1981. Changement radical d'époque. Aujourd'hui, le PS a besoin d'argent, beaucoup d'argent. Nous parlons d'un hôtel particulier de 3000 mètres carrés entre la Seine et le boulevard Saint-Germain. Estimation entre 40 et 70 millions d'euros. Le parti va vendre, oui, mais pas à n'importe qui. Écoutez, Jean-François Debat, c'est le trésorier du PS. Vendre ainsi, pour le Parti socialiste, ça n'est pas vendre systématiquement au plus offrant. Quand on est un parti politique de gauche comme le nôtre, on doit avoir, et ça c'était une demande de l'ensemble des responsables, des cadres du Parti socialiste, la possibilité de ne pas vendre à un acquéreur qui ne respecterait pas, qui n'incarnerait pas les valeurs qui sont les nôtres. Voilà. C'est une garantie qui nous paraît essentielle, qui nous paraît, je dirais, conforme à ce qu'est le Parti socialiste. Et donc, nous voulons conserver cette liberté. Dans l'hypothèse improbable où le Front National voudrait acheter ici, on dirait non. Un propos recueilli par Justin Morin. On va rester dans l'immobilier parce que c'est l'autre chantier du quinquennat, le logement et les économies qui vont avec. Présentation de la stratégie globale aujourd'hui. On a beaucoup parlé de la réforme des APL, une baisse de 5 € par mois. Le gouvernement veut aller encore plus loin pour les HLM, jusqu'à 50 voire 60 € de baisse par mois contre une baisse des loyers. C'est l'enquête du 8h.
Bonjour Carole Ferry. Bonjour. Donc ça c'est sur le papier. Pour les locataires HLM, on comprend qu'il y aura une sorte d'équilibre entre la baisse des aides et donc la baisse des loyers. Est-ce que tout le monde est bien d'accord ce matin ? Pas du tout, Jean-Philippe. Les organismes HLM sont même totalement contre. D'abord, ils trouvent injuste que l'effort pèse uniquement sur le logement social, alors que c'est dans le privé que les APL sont accusés de faire grimper les prix. Et puis, disent-ils, si on baisse le loyer des bénéficiaires des APL, est-ce qu'il faut aussi baisser les loyers de ceux qui ne touchent pas les APL ? Et c'est quand même près d'un locataire HLM sur 2. Alors, Carole, admettons, le gouvernement va jusqu'au bout de sa logique. Est-ce que les HLM ont malgré tout les moyens de faire cet effort ? Sur le papier, oui. Ils ont sur leur compte en banque entre 7 et 11 milliards d'euros de réserve. Ah oui. Sauf que derrière, vous avez plus de 700 organismes sociaux en France. Presque autant de situations financières différentes. Alors, si on caricature, vous avez d'un côté l'organisme de Puteaux qui ne sait plus quoi faire de son argent et de l'autre, l'office de Sarrebourg en Moselle qui est au bord de la faillite. Alors, depuis 4 ans, les plus riches ont donné jusqu'à 350 millions d'euros aux plus pauvres. Comment ça marche ? Eh bien là, ça reste très opaque. C'est même l'omerta la plus totale. Alors, quand on les écoute, malgré tout, les bailleurs sociaux, ils ont un argument. Ils disent que pour construire plus de logements, ils ont besoin de plus d'argent. C'est un argument recevable, ça ? Mais bien sûr, Jean-Philippe, car on manque cruellement de logements sociaux dans certaines villes. À Paris, évidemment, sur la Côte d'Azur, en Rhône-Alpes. Mais alors, il faut faire attention de ne pas construire n'importe où, là où il y a de l'emploi. Sinon, vous vous retrouvez avec des logements de vide. Et il y en a des milliers dans les villes où le marché est moins tendu. C'est le cas, par exemple, de Gien, près d'Orléans. Le directeur général de Logement Loiret, Olivier Pasquet, ne sait même plus comment attirer des locataires. Nous avons pas loin de 300 logements disponibles, donc on a diminué les loyers. Quand on habite dans une commune comme Gien, eh bien on aspire à avoir un pavillon. Et il se trouve que dans les années 60-70, on n'a pas construit de pavillon, on a construit des appartements. Donc aujourd'hui, l'offre n'est pas en relation avec la demande. Alors l'autre problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de mobilité dans le parc social. Quand on vous attribue un logement HLM, c'est à vie. Résultat, très peu de logements se libèrent dans les zones tendues. Alors le groupe Logéré a même proposé de payer leur déménagement à des retraités qui accepteraient de quitter la région parisienne pour s'installer en Normandie, par exemple. Mais ça n'est pas si simple. Les gens sont souvent très attachés, bien sûr, à leur environnement. Évidemment, c'était l'enquête du 8h, signée Carole Ferry. Rarement, les Antilles auront vécu des ouragans si violents en si peu de temps. Après Irma, c'est donc Maria qui a semé le chaos. 2 morts et 2 disparus. C'est le dernier bilan que je vous donne en Guadeloupe ce matin. Tandis que les rescapés de Saint-Martin et Saint-Barthélemy se battent pour reconstruire, au même moment, en Alsace, des ingénieurs tentent d'évaluer les dégâts grâce à des images satellites. Reportage Arthur Mbaché. Avant, après. Avec la souris de son ordinateur, l'ingénieur Mathilde Caspar passe d'une image satellite à l'autre, avant et après le passage de l'ouragan. Elle analyse chaque bâtiment, chaque maison, avant d'y coller un petit point de couleur. La plupart sont rouges, ce qui veut dire totalement détruits. Déjà là, on voit bien, là, ces bâtiments-là, ils sont complètement effondrés. Il n'y a plus rien. Là, c'est vraiment un pan entier de toit qui est effondré, mais il y a encore une structure au niveau des murs. Donc ça, on le voit bien avec les ombres en fait du bâtiment. Donc on peut voir qu'ils sont encore debout. Alors, il faut savoir qu'on ne voit pas tout non plus, puisqu'il y a maintenant, imaginons cette maison-là, elle a l'air en bon état, mais les vitres, elles peuvent être soufflées. Donc après, je pense qu'ils auront quand même un travail à faire au sol un peu plus précis. Pour Irma, les cartographes strasbourgeois fournissent maintenant des données aux assureurs, Allianz par exemple, et aussi la Caisse centrale de réassurance qui doit absolument affiner son tout premier chiffrage des dégâts, 1,2 milliard. Et pour ce qui est de Maria, eh bien, les scientifiques alsaciens vont recevoir ce matin les premières images satellites exploitables des dégâts. Ils vont en faire des cartes et les envoyer le plus rapidement possible aux secouristes sur place. Strasbourg, Arthur Mbaché, Europe 1. 8h10, Patrick Cohen. La suite du journal, Jean-Philippe Ballas, avec d'abord un témoignage édifiant alors que se tient aujourd'hui le comité interministériel sur le handicap. Oui, l'histoire d'une femme qui aime son métier et voudrait pouvoir le faire correctement. Valérie est auxiliaire de vie scolaire dans un collège des Yvelines. Elle s'occupe de 2 élèves de 5e handicapés. Elle raconte son dévouement, le manque de reconnaissance et un quotidien difficile. J'ai commencé avec un autiste sévère et je ne savais pas du tout comment l'aborder. Un autiste sévère qui avait un comportement violent, il y avait un phénomène d'urgence. J'ai réussi parce que les parents avaient embauché une psychologue extérieure avec laquelle j'étais en contact permanent. On a l'impression que c'est un emploi provisoire, que c'est pas un vrai travail. J'en suis à mon 6e CDD, 20h30 par semaine, pour un salaire de 621 € par mois, donc pas du tout de sécurité d'emploi. Par exemple, on n'a pas le droit à la formation comme tout salarié. Moi, je me suis formée toute seule, en dehors de mon travail, pour pouvoir essayer de le faire correctement.
À la fin de chaque année, on se dit est-ce que ça vaut le coup, est-ce que je ferais pas mieux de rester chez moi, mais quand on arrive le matin et qu'on a le regard des enfants qui sont tout contents qu'on vienne les aider, on a à nouveau l'énergie qui fait qu'on continue. Un témoignage recueilli par Virginie Salmen. La suite, c'est un choc qui s'annonce en Allemagne. Oui, élection législative ce dimanche. Nous ne parlons pas de la victoire annoncée d'Angela Merkel, quasi assurée d'un 4e mandat. Non, l'essentiel est peut-être ailleurs, dans la montée de l'extrême droite. Elle va faire son entrée au Parlement fédéral. C'est du jamais vu en Allemagne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Crédité de 8 à 12% dans les sondages. Le slogan est simple, Merkel dégage. Les militants d'extrême droite hurlent à chaque apparition publique de la chancelière. Illustration hier soir pour son dernier meeting dans l'Est du pays. C'est un reportage de notre correspondante Hélène Cole. Les portes de la voiture d'Angela Merkel ne sont même pas ouvertes que les huées commencent. Ils sont une trentaine sur le parking du club de sport où la CDU a organisé en urgence le meeting, loin de la ville, derrière un centre commercial. À mon avis, Mme Merkel se cache du peuple, à cause de la colère populaire. Elle se retranche, elle se cache parce qu'elle a peur. Ce militant et sa femme l'accusent d'avoir trahi les siens avec sa politique migratoire. Ils sont d'autant plus déçus qu'elle a grandi ici, dans la région. En quelques semaines, dans l'Est, l'ambiance autour des déplacements de la chancelière est devenue très pesante. Les hurleurs de l'Alternative pour l'Allemagne couvrent complètement ses discours. Mains sur les oreilles, ils refusent d'écouter leurs contradicteurs ou même d'expliquer leur motivation. Cette habitante de Schwerin s'inquiète. Ça met mal à l'aise. Ce n'est pas ça la démocratie. L'AfD pourrait devenir la 3e force du pays dimanche. Porté par des faits divers impliquant des réfugiés, le parti n'hésite plus en cette fin de campagne à flirter ouvertement avec les néo-nazis, par exemple en demandant la réhabilitation de la Wehrmacht. Schwerin, Hélène Cole, Europe 1. Il est 8h13. Révolution numérique, attention, nous sommes à la traîne. Bonjour Daniel Fortin. Bonjour Jean-Philippe. Du journal Les Échos, la France pourrait bien rater ce train à grande vitesse du numérique. C'est la mise en garde du Conseil d'orientation pour l'emploi. Il publie un rapport que vous nous dévoilez ce matin. Oui, alors vous savez, notre économie se transforme à toute vitesse et on va manquer de développeurs, de web designers, de spécialistes de cybersécurité. Au total, ce sont 80 000 emplois de ce type qui pourraient rester vacants en 2020. Un chiffre qui représente la différence entre les besoins recensés à cette date et les forces disponibles. Alors, bien sûr, ça n'est pas d'une précision scientifique absolue, mais c'est l'ordre de grandeur estimé par les auteurs de ce rapport, et ça ne fait surtout que confirmer ce que l'on sait déjà, à savoir que notre marché du travail n'est pas du tout adapté aux nouveaux métiers qui s'annoncent. Pour donner une idée, dans un rapport précédent, le même Conseil d'orientation pour l'emploi avait chiffré à 1 sur 10 le nombre de postes menacés à terme par la robotique ou les technologies liées à Internet. Daniel, est-ce qu'il est déjà trop tard ou est-ce que c'est encore jouable ? Oui, c'est encore jouable à condition de faire très vite, et ce sera d'ailleurs l'objectif de la réforme de la formation professionnelle que le gouvernement doit entamer en octobre prochain. Il est plus que temps de recenser les vrais besoins des entreprises et de mettre en face de vraies formations. C'est à la fois un enjeu économique, celui de ne pas louper la croissance que promettent les nouvelles technologies, mais aussi un enjeu social, car si on ne fait rien, ce sont les salariés les moins qualifiés qui paieront la note et elle risque d'être très lourde. L'éclairage de Daniel Fortin du journal Les Échos. Merci, c'était le journal de Jean-Philippe Ballas. Europe 1.